Et qui coucou les copains, qui coucou les copines, bienvenue dans Top Top, l'émission qui détope top. Aujourd'hui, nous sommes donc dans un top 20 spécial Doctor Who. C'est mon top 20, je tiens à dire que il n'y a absolument rien dedans qui est objectif, hein. Tout est subjectif. C'est clairement mon choix personnel, c'est mon plaisir personnel, c'est mes épisodes à moi. Je suis pas obligé d'aimer les mêmes que les vôtres et vous n'êtes pas obligé d'aimer les mêmes que les miens. Donc voilà, c'est donc les épisodes que moi je vous conseille de regarder. Il faut savoir que j'ai pris donc parfois deux épisodes, des doubles épisodes, et je les ai réunis en un seul. Donc moi je vous dis eh bien à ciao, je vous dis à tout de suite le, pour le top 20 Doctor Who. Et bah, comme le dirait le 10e docteur... Allongé. Numéro 20, Partner in Crime. Le retour de Donna Noble. Un an après leur rencontre, le docteur et Donna Noble enquêtent tous deux sur une affaire de pilules amincissantes. J'adore cet épisode, non pas pour le synopsis qui est un classique à faire peur, mais juste pour le fait de revoir le docteur et Donna ensemble. Alors qu'elle avait refusé de venir avec lui lors de leur précédente rencontre, elle lui rappelle justement ce qu'il lui avait demandé dans cet épisode. Voilà. Bon, bien évidemment, hein, le duo d'acteurs de David Tennant et de Catherine Tate est absolument extraordinaire. Et franchement, rien que pour ce putain de duo, l'épisode vaut le détour. La saison vaut le détour. Rien que pour ça. Numéro 19, The God Complex, le complexe divin. Le docteur Amy et Rory sont sur le chemin de Ravan Scala. La légende racontait que là-bas vit un peuple d'une taille incomparable. Mais le Tardis les dépose dans un hôtel au style des années 80, dont les couloirs et les chambres changent constamment. Chaque chambre recèle la peur suprême d'un de ses hôtes. Un épisode qui fait grandement penser à Shining de Stanley Kubrick, et sur bien des points. Tout d'abord, le fait que l'action se passe dans un hôtel avec une présence malfaisante. Et puis, les différents cas de possession. Franchement, j'aime beaucoup cet épisode, notamment à cause de son suspense. La révélation finale de l'épisode en étonnera vraiment plus d'un. Et la réalisation est un vrai petit chef-d'œuvre qui, comme je l'ai déjà dit, rend vraiment hommage au Shining de Stanley Kubrick, de la première à la dernière scène. Plus ou moins la dernière scène. Numéro 18, Midnight. Un passager de trop. Le docteur et Donna se retrouvent sur la planète Minuit pour un séjour qui s'apparente à des vacances. Tandis que Donna préfère des loisirs oisifs, c'est-à-dire en gros, voilà, se détendre, le docteur embarque à bord de la navette 50 pour une meilleure découverte de cette planète faite de diamants. Mais un étrange passager va perturber ce voyage. Cet épisode nous prouve parfaitement qu'on peut faire un épisode bouteille et faire un épisode absolument passionnant. Alors, vous allez me demander, c'est quoi en fait un épisode bouteille ? Ben, c'est un épisode qui est fait un peu avec les moyens du bord. Voilà, si j'ose dire. Voilà, c'est un épisode fait avec peu de moyens. Voilà. En règle générale, ce genre d'épisode, la preuve avec celui-ci, a une action qui se passe uniquement dans une seule pièce, avec très peu de personnages. Il arrive souvent que les épisodes bouteilles soient mal écrits, et même parfois qu'ils soient mal vus par le public, parce qu'il manque d'action, parce qu'il manque de beaucoup de choses, mais souvent ça crée un huis clos hyper intéressant. On prend par exemple la série Star Trek, elle a un nombre incroyable d'épisodes bouteilles, et la série Doctor Who d'origine on a encore plus. Si vous êtes un petit peu familier, regardez le 3e arc de Doctor Who qui s'appelle The Edge of Destruction. Il y a que 2 épisodes de 25 minutes chacun et c'est l'image type d'un épisode bouteille. C'est-à-dire, ça se passe que à bord du Tardis. Et que à bord du Tardis. Avec que les 4 personnages principaux, sans plus. Mais cet épisode-là, c'est un petit peu la même chose. Doctor Who prouve qu'on peut faire un épisode bouteille et bien l'écrire. Il est à noter une chose quand même, c'est que le personnage de Rose apparaît brièvement sur les écrans de télévision après l'attaque de la navette par la forme de vie extraterrestre. Voilà.
En gros, on peut dire que l'épisode se tient assez bien, il est passionnant, il est hyper intéressant, et David Tennant peut s'exprimer absolument, peut exprimer son talent librement et de façon extraordinaire. Numéro 17, The Grindlock, l'embouteillage sans fin. Le docteur revient avec Martha sur la Nouvelle Terre, où il avait déjà emmené Rose dans l'épisode Nouvelle Terre. New York, délabré, paraît presque à l'abandon. Martha se fait enlever par un jeune couple et le docteur doit s'aventurer dans le périphérique pour la retrouver. Un embouteillage sans fin, des gens qui naissent, vivent et meurent dans leur véhicule, un enlèvement, juste parfait pour un excellent épisode de Doctor Who. Je crois que j'ai rien d'autre à dire dessus. Numéro 16, The Impossible Astronaut, Day of the Moon. L'impossible astronaute, partie 1 et 2. Cela fait des mois qu'Amy et Rory n'ont pas vu le docteur. C'est alors qu'ils reçoivent une enveloppe de couleur bleue. L'enveloppe contient une date et une heure ainsi que des coordonnées géographiques qui conduisent le jeune couple dans l'Utah, aux États-Unis pour ceux qui ne savent pas, où ils retrouvent le docteur et River Song, qui elle aussi a reçu une enveloppe bleue. Le docteur leur dit que près de 2 siècles se sont écoulés pour lui depuis leur précédente aventure ensemble. Le docteur tient à présent un journal semblable à celui de River Song et il est évident que River et le docteur ont eu de nombreuses aventures lorsque les deux voyageurs du temps comparent leurs notes dans un diner. Le docteur conduit alors le petit groupe au bord d'un lac voisin pour un petit pique-nique. Et pendant qu'il parle, Amy voit une mystérieuse silhouette sur une crête, mais elle disparaît. Et Amy semble oublier qu'elle l'a vue. De façon immédiate. Bientôt, un étrange astronaute sort de l'eau avant qu'il se régénère, le tuant ainsi. C'est reparti pour un tour. Et quel tour, putain sa mère! The Impossible Astronaut ouvre d'une façon jamais vue jusqu'ici une saison de Doctor Who. C'est justement le problème de cette saison 6, c'est que à la fois elle a une ouverture absolument génialissime qui pour moi est du même niveau que le double épisode de la saison 5 qui avait clôturé justement cette saison. Mais j'essaye de trouver un mot, il n'y en a qu'un seul qui me vient à l'esprit, c'est brillant. C'est brillant. Le suspense, l'émotion, l'humour se mélangent parfaitement dans cet excellent épisode qui est très bien réalisé. Pour la première fois, Steven Moffat ouvre une saison avec une histoire en 2 parties. En termes d'impact, on est effectivement face à quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre. En tout cas, dans l'univers de Doctor Who. Et surtout, chose importante, il lance 1001 pistes incroyablement excitantes qu'on devrait suivre tout au long des 13 épisodes de la saison. En fait, il y a même, durant cette saison, alors je vais pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais pas tout spoiler, mais pour moi, c'est aussi la saison où il y a un bug. C'est-à-dire, il y a un truc qui va plus en plein milieu de la saison. Et finalement, c'est un petit peu là pour moi où Doctor Who est un petit peu parti à la dérive, notamment vers son final. Alors après, bon, c'est vrai que ça démarre bien, mais pour moi, ça se termine assez mal pour cette saison 6. Bon, c'est mon avis perso, voilà. Numéro 15, Asylum of the Daleks, l'asile des Daleks. Le docteur, Amy et Rory sont réquisitionnés par le Parlement des Daleks, qui est loin d'être celui des rêves. Le Dalek, Premier ministre, demande au docteur et à ses compagnons de les sauver quand il semblerait que la sécurité de leur asile, où ont été emprisonnés tous leurs blessés de guerre, les mutilés et les fous, ne soit plus assurée. Au sein de l'asile, le docteur reçoit l'aide d'une jeune femme, enfermée dans son vaisseau, écrasée sur la planète. Réussira-t-il à la sauver? Fantastique. Comme le dirait le 9e docteur. Le sentiment d'angoisse est réel, à quelques reprises aussi porté par la possible transformation d'Amy, qui nous donne une très jolie séquence ésotérique d'hallucination.
On note aussi plusieurs moments réellement horrifiques. Enfin, Moffat se permet un peu de teasing sur le sujet de la personnalité du docteur. Donc on se retrouve... En fait, c'est, je dirais presque que c'est l'un de mes épisodes favoris de l'ère Moffat. Il est sympa, il est bien fait. Alors, on est très loin du premier épisode de la saison 6, mais il nous tease carrément la suite de la série, et surtout, il nous tease carrément la fin de la saison. Et ça, c'est hyper bien fait. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la fin de la saison, je ne dirai rien, mais voilà, regardez-le quand même. Numéro 14. The Pantherica's Opened, The Big Bang. La Pandorica s'ouvre, partie 1 et 2. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi en France on s'amusait à mettre partie 1 et 2 alors qu'en Angleterre ils mettent des titres différents. Bref. Alors, je vais faire un petit résumé parce que j'ai pas envie de trop spoiler la saison complète parce que c'est très très dur d'en parler. Donc j'ai écrit un petit résumé rapide que je vais vous lire maintenant. La Terre, 102 après Jésus-Christ. Fini. Non, une légende vieille comme le temps dit que la Pandorica retient l'être le plus redouté et le plus dangereux de l'univers. Les amis du docteur se relaient pour lui faire passer un message. Je vais pas aller plus loin parce que ce double épisode en fait est la conclusion totale de la saison 5, mais surtout si je devais faire un vrai résumé, ça spoilerait totalement la saison. Donc ça sert pas à grand chose pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il y en a peut-être qui l'ont jamais vu. Une fin de saison donc, la 5e. À la hauteur de ce que pourra proposer l'ouverture de la 6e saison avec l'impossible astronaute. Épique, brillant et haletant. Voici les quelques mots qui définissent ce double épisode. Pour ce double épisode final de la saison, Steven Moffat respecte la tradition instaurée par Russell T Davies et livre du grand spectacle, du très grand spectacle. Émotionnellement, j'adore ce double épisode. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, j'étais tout excité en fait quand je l'ai vu. Attention, ce mot peut avoir un double sens, mais pas pour moi. Hein. J'étais vraiment, voilà, je suis passé par toutes les émotions. J'ai ri aux éclats, j'ai eu la larme à l'œil, j'ai été fasciné une fois de plus par River Song et ému par Rory. Depuis, je l'ai vu beaucoup de fois. Toujours avec le même plaisir. Son seul défaut, j'ai envie de dire, c'est la facilité scénaristique pour passer de la première à la deuxième partie. Je vous laisse seul juge quand vous regarderez l'épisode. Numéro 13. The Idiot's Lantern. L'hystérique de l'étrange lucarne. Alors beaucoup de gens ne mettront pas cet épisode-là parmi leurs favoris. Hein. Le docteur et Rose Tyler arrivent à Londres en 1953. Plusieurs personnes ont la télévision grâce à un marchand très généreux. Alors que plusieurs personnes se font enlever par la police, le docteur comprend que la télévision a peut-être un lien avec ces disparitions. Un épisode ironique pour une série télé, mais moi j'adore. Franchement, je l'aime beaucoup. Bon, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus, faut pas déconner. Alors, on est très loin d'être dans le meilleur épisode de la saison 2, c'est un fait. Mais son originalité, vraiment, et son mystère font que j'aime sincèrement cet épisode. Les décors sont sympas, le rythme est là, la tension est là, l'humour est là. Bref, un vrai petit plaisir. Numéro 12. Listen. Jamais seul. Le docteur a une nouvelle théorie sur ce qui se cache au coin de notre œil ou sous notre lit. Il recrute Clara en plein doute sentimental pour l'aider à vérifier ses hypothèses. Il aura fallu attendre ce 4e épisode de la saison 8 pour que le docteur retrouve de sa superbe. Enfin, plus ou moins. C'est vrai que j'aime pas beaucoup la saison 8, je dois l'avouer. Alors c'est pas... je trouve que elle était mollassonne, je veux dire... Quand se dire qu'il faut attendre le 4e épisode pour avoir un épisode bon, tout simplement, sans être extraordinaire, c'est un peu long. Hein. Je veux dire, pour Doctor Who, c'est un peu long. Hein. Je conseille à personne de découvrir Doctor Who à travers sa saison 8. Hein. Le scénario est assez malin et il s'amuse un petit peu à balader le spectateur. Interprétation parfaite, humour, tous les ingrédients qui font le succès de la série sont en fin de retour et j'aime ça. J'aime
vraiment ça. Numéro 11, The Empty Child, The Doctor Dances. Drôle de mort, le docteur danse. Tiens, là, ils n'ont pas mis partie 1 et 2. C'est bien. Poursuivant un objet métallique dans le vortex, le docteur et Rose arrivent à Londres durant le Blitz. Alors, le Blitz, qu'est-ce que c'est ? C'est le bombardement. Voilà. Je vous laisse rechercher sur Internet, si vous trouverez mieux. Sur place, donc, ils sont donc séparés, et tandis que le docteur fait connaissance avec Nancy et des enfants sans abri, et aussi, bizarrement, d'un enfant qui porte un masque à gaz, Rose est sauvée de sa longue chute par le mystérieux capitaine Jack Harkness. Il y a très très peu d'épisodes de la saison 1 que j'aime vraiment, mais ces deux-là font partie des épisodes que j'aime vraiment. On est de retour sur Terre pour le docteur et Rose dans l'Angleterre de 1941. Cette fois-ci, période de bombardement, c'est graphiquement réussi. Pour la saison 1, j'entends. C'est pas ouf, mais c'est toujours mieux que le reste de la saison. Loin de l'image de la guerre, mais dans un Londres assez stylé. L'épisode se déroule la nuit en grande partie. Les bombes éclairent littéralement la ville et la rendent plus réelle, plus belle. On peut dire que techniquement, c'est un épisode qui sublime Londres et on n'a pas cette impression de mauvaise, de manque de budget et de réalisation un peu à la va-vite version numérique. C'est beaucoup plus sympa à regarder. L'épisode en lui-même est, les 2 épisodes, on peut dire, en eux-mêmes sont assez effrayants. Du début à la fin, on a un petit peu ce sentiment. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais chaque fois que j'entends un gamin, pas un gamin dans la rue, mais un gamin faire un bruit inquiétant, ça me fout un peu les jetons, quoi. Ça fait partie des choses un peu étranges. Imaginez-vous, chez vous, la nuit, il fait tout noir, puis vous entendez un petit garçon très jeune qui vous dit « Maman » ou « Papa » ou « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Honnêtement, tu vas flipper ta mère. Voilà, c'est un petit peu l'ambiance du double épisode. Voilà, donc c'est aussi celui qui offre le début d'une longue série d'épisodes plus ou moins horrifiques dans la série. À la fois effrayant, beau, émouvant et drôle, cet épisode saura convaincre les plus réfractaires à la saison. Franchement. Si vous n'aimez pas la première saison de Doctor Who, regardez au moins ce double épisode. Il vaut le coup. Et puis en plus, on y voit le capitaine Jack Harkness pour la première fois. Ce qui me revient à vous parler de ma vidéo sur Torchwood. Tout simplement, puisque c'est lui qui est le personnage principal de cette série. Numéro 10. Silence of the Library, Forest of the Dead. Bibliothèque des ombres, partie 1 et 2. Le docteur et Donna se retrouvent dans un monde bibliothèque qui a fermé ses portes il y a un siècle pour une raison mystérieuse. Alors bien évidemment, ce monde bibliothèque, qu'est-ce que c'est ? C'est l'image de la bibliothèque de Babel. Bien évidemment, c'est-à-dire, après je vous laisse regarder, il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui en parlent, de cette bibliothèque immense qui contiendrait tout le savoir de l'univers, tout qui contiendrait le passé, le présent, le futur, dans des livres qui, en fin de compte, n'auraient que des lignes, voilà, qui n'auraient pas de ponctuation, mais qui auraient un sens si on arrive à bien rechercher certaines phrases, certaines choses. Bref. Pour moi, c'est basé vraiment là-dessus. C'est l'image que je me fais de cette fameuse bibliothèque de Babel. Pour moi, c'est elle. Donc, on est quand même de retour avec Donna et la saison 4. Voilà. Pour ce double épisode qui est effrayant. Il n'y a pas d'autre mot. Il lance
aussi le fil rouge sur Riversong, et ça c'est sympa. À la fois fantastique et émouvant, il fait partie de ces épisodes qui jouent au yo-yo avec nos émotions. Et pour en revenir à Riversong, regardez cet épisode, puisque techniquement, c'est aussi le dernier épisode. C'est la mort de Riversong, réellement, cet épisode. C'est la fin. C'est la dernière rencontre qu'elle a avec le docteur. Puisque c'est dit dans cet épisode, et ce sera dit plusieurs fois, ils se rendent compte, leurs timelines ne sont pas parallèles. C'est-à-dire, le docteur, plus il vieillit, plus il va rencontrer une Riversong jeune, c'est logique, hein, c'est bien expliqué dans la saison 6 aussi. Et Riversong, plus elle vieillit, plus elle va rencontrer un docteur jeune. Donc à chaque fois qu'elle le rencontre, on va dire, c'est un petit peu compliqué à expliquer, je vais faire un petit schéma, ça va être beaucoup plus simple. Ici, vous avez le docteur, ici vous avez Riversong. La timeline du docteur et de ses compagnons, et de tout le monde, va comme ça. La timeline de Riversong va comme ça. Ce qui signifie tout simplement qu'à un moment qu'ils se croisent, plusieurs fois, mais que, quand elle va le croiser, quand elle va vieillir, qu'elle va le croiser, il sera plus jeune, et donc il la connaîtra moins. En gros, c'est un petit peu la malédiction des deux, hein. Et c'est ce qui me dérange un petit peu dans l'ère Moffat, c'est qu'après il va faire n'importe quoi avec ça. Et pour moi, ça n'aura plus aucun sens, surtout quand on va se retrouver dans l'épisode Les Maris de Riversong, qui est pour moi une bonne blague. Numéro 9. Face the Raven, le corbeau. Le docteur, Clara, ainsi que leur ami Rixie se retrouvent dans un monde secret, replié dans une dimension cachée au cœur des rues de Londres. Une chose terrible est sur le point de se produire, et bientôt, plus rien ne sera jamais comme avant. Le docteur aura sa vie changée à tout jamais. C'est un épisode fort, qui voit le moment tant redouté arriver. Le docteur réussit à tirer le meilleur de lui-même durant cet épisode. C'est un petit peu... à la fois il tire le meilleur, mais à la fois... je sais pas, il me fait penser un petit peu à Matt Smith dedans. Peter Capaldi me fait penser à Matt Smith. Je sais pas pourquoi, j'y pense vraiment quand je vois ça. C'est un épisode qui est très bien réalisé et qui me... C'est un peu compliqué à en parler sans tout spoiler, quoi. Hein. Pour tout vous dire, j'ai pas autant pleuré devant un épisode de Doctor Who depuis The Angel Takes Manhattan. Voilà. Clara, c'est un personnage qui est fort, et dans cet épisode, elle l'est encore plus, et c'est un épisode d'ailleurs qui rend un hommage complet au personnage. Plus que brillant, il est magnifique. Numéro 8. The 11th Hour. Le prisonnier zéro. Endommagé par la régénération du docteur, le TARDIS s'écrase sur Terre. Le docteur y rencontre la petite Amelia, à qui il promet de revenir 5 minutes plus tard. À son retour, la fillette a disparu. Bon, je vous raconte pas, hein, c'est le grand arc de Matt Smith, hein, c'est la base de tout. C'est un épisode qui est juste génial, qui est bien écrit, bien réalisé. Matt Smith donne le meilleur de lui-même. Il fallait, et franchement, il fallait bien pour remplacer David Tennant. Hein. On peut dire qu'il a réussi haut la main, tel un jeune Timothy Dalton qui prend la place de l'immortel Roger Moore dans James Bond. Alors, tous ceux qui n'aiment pas Timothy Dalton, je vous emmerde. Pour moi, il avait fait un très bon boulot. C'est tout. Voilà. Matt Smith donne une nouvelle jeunesse au personnage, sans le trahir pour autant. Hein. Il nous prouve qu'il peut prendre la tête du rôle. Et l'épisode lance aussi, comme je l'ai dit, l'air aussi exceptionnel et que médiocre de Steven Moffat en tant que showrunner. Et le fil rouge, bien sûr, d'Amy Pond, qui durera jusqu'au milieu de la saison 7 quand même. Hein. Un épisode à voir et à revoir sans modération et qui a un kiff à la fin, mais juste exceptionnel. Numéro 7. Human Nature, The Family of Blood. La famille de sang, Smith, la montre et le docteur. En 1913, en Angleterre, un professeur des plus ordinaires, John Smith, rêve de voyage à travers le temps et l'espace
dans une étrange boîte bleue. Mais quand de mystérieuses lumières apparaissent dans le ciel, Martha, la servante de John Smith, doit le convaincre que lui seul peut sauver le monde. Le docteur devient un être humain et efface sa mémoire. Il demande aussi à Martha Jones de le soutenir dans cette aventure. C'est un épisode exceptionnel dans l'univers de Doctor Who, un épisode qui sera très important pour la fin de la saison 3. À noter quand même que la traduction du titre français du premier épisode est en fait la traduction du deuxième. Voilà, The Family of Blood, la famille de sang. Numéro 6, Army of Ghosts, Doomsday. L'armée des ombres, Adieu Rose. On peut dire que le titre français du deuxième épisode, il nous tease quand même bien la fin de l'histoire, hein. L'histoire prend place sur Terre à notre époque, quelque temps après que le Docteur et Rose aient visité la Terre lors de l'épisode Linda. Pendant ce laps de temps, les Terriens sont habitués à l'apparition intermittente de fantômes. Le Docteur trace l'origine des fantômes à l'Institut Torchwood, où le Docteur apprend que les Cybermen ont traversé une brèche dans le Void créée par un vaisseau d'origine inconnue. Formidable double épisode qui nous conclut brillamment l'arc rose, mais pas l'arc Bad Wolf. Attention. Et nous présente ainsi l'Institut Torchwood. Encore une fois, je vous renvoie au Culturama sur cette série. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour définir ce double épisode. Génial. Ça serait une insulte à celui-ci. Mais, je vais donc dire parfait. Mais bon, à partir de la 6ème place dans ce classement, on peut dire que tous les épisodes sont parfaits. Voilà. On a tout dedans. Torchwood, dont on entend parler dans l'épisode de Noël entre la saison 1 et 2, les Daleks, les Cybermen, l'univers parallèle et un drame. Je vous laisse deviner ce que c'est. Bon, c'est vrai, le titre français vous a tout spoilé. Bref, regardez si vous ne l'avez pas encore vu. Numéro 5. Heaven Sent. Descente au paradis. Dans un monde qui ne ressemble à aucun de ceux qu'il a connus, le Docteur affronte la plus grande épreuve de ses multiples vies et il doit l'affronter seul. Un épisode extraordinaire au-delà de l'écriture. Le récit de plusieurs vies. Le suspense est à son comble et nous dévoile la vérité que vers la fin de l'épisode. J'ai volontairement ignoré sa deuxième partie que je trouve particulièrement mauvaise. Donc regardez-le, il est génial. Bref, the best, hein. On est dans le top 5, de toute façon à partir de là, je peux que vous conseiller de les regarder, hein, ces épisodes-là. Numéro 4, Turn Left, The Stolen Heart, Journey's End. Le choix de Donna, la terre volée, la fin du voyage. Alors là, par contre, je ne vais pas faire de... Je vais pas faire de résumé. Parce qu'il y a 3 épisodes, et franchement, ça me saoule de vous résumer rapidement ces 3 épisodes. Dites-vous simplement que ça commence... Ça commence par un choix que Donna Noble doit faire et qui donne une conclusion assez négative avant qu'elle revienne. Et ça conclut surtout l'arc Bad Wolf. La trilogie du Whoverse. La fin de la 4e saison, elle est longue. Très très longue. Mais elle vaut le détour. Si la perfection devait exister, elle ressemblera à ça. C'est le seul crossover entre Doctor Who, Torchwood et Sarah Jane Adventures. Une histoire extraordinaire que je conseille fortement. Numéro 3. The Angels Takes Manhattan. Les anges prennent Manhattan. New York. Les années 30. Le mystérieux monsieur Craig engage un détective privé du nom de Sam Garner pour enquêter sur des statues mouvantes. Trop heureux de récupérer une belle somme pour une affaire aussi fantaisiste, le privé accepte le job. Quelques instants plus tard, le voilà nez à nez avec lui-même plus âgé. Mais ce n'est pas tout. Poursuivi par d'inquiétantes sculptures, il est rejoint sur le toit de l'immeuble par la Statue de la Liberté. Retour à New York en 2012. Amy, le docteur et Rory sont à Central Park.
profitant de leur temps libre pour lire un roman policier signé Melody Malone. Cette quiétude est bientôt troublée par la disparition de Rory. Parti chercher des cafés, ce dernier est en effet victime d'une distorsion temporelle, une particularité de Big Apple, la grosse pomme, c'est-à-dire New York. Il se retrouve projeté dans les années 30 en compagnie de River Song, qui se révèle être la fameuse Melody Malone. Prisonnier de Grail, Rory est enfermé dans une cave entourée d'anges pleureurs. De son côté, River est elle aussi en mauvaise posture, attachée à une autre statue. En 2012, le docteur découvre que le roman policier raconte l'aventure qu'il s'apprête à vivre. Est-ce qu'une histoire couchée sur le papier peut-elle réellement être réécrite? Nous y sommes. La première fois que Doctor Who m'a fait pleurer. Et je pleure pas facilement. J'adore les épisodes avec les anges pleureurs. Ils sont pour moi les ennemis les plus dangereux et effrayants de toutes les séries télé confondues. J'adore cet épisode et à chaque visionnage de celui-ci, je reste sans voix, avec une larme à l'œil. Steven Moffat a réussi à transcender son caractère d'écossais bourru pour transmettre dans l'écriture de cet épisode une histoire réellement bouleversante. Un épisode à voir et à revoir sans modération. Numéro 2, The Girls Who Waited. La fille qui attendait. Amy est emprisonnée dans un centre de quarantaine pour les victimes d'un fléau extraterrestre, une peste qui peut tuer le docteur en un jour. Comme le voyage dans le temps continue, le docteur peut utiliser le TARDIS pour foncer à travers le temps et ses ruptures. Mais Rory doit trouver Amy et la ramener dans le TARDIS avant que les médecins ne lui administrent leurs médicaments. Rory découvrira un côté très différent de son épouse. Un autre épisode déchirant sur les pondes, même si j'ai pas pleuré pendant celui-ci, je dois l'avouer. J'ai été quand même extrêmement touché par cet épisode, à la fois beau et réaliste, du point de vue du docteur. La fille qui attendait, un écho au premier épisode de la saison 5. Avant de vous dévoiler le premier du classement, voici quelques mentions honorables.
Numéro 1, Blink, les anges pleureurs. Une jeune photographe londonienne du nom de Sally Sparrow découvre une vieille maison abandonnée. À l'intérieur se trouvent des statues d'anges pleureurs. Sally doit déchiffrer plusieurs messages d'un homme étrange appelé le Docteur. Tous à son intention. Sans grande surprise, juste le meilleur épisode de la série, et pourtant, le Docteur apparaît à peine durant cet épisode. Mais celui-ci est tellement bien écrit, tellement bien réalisé, tellement bien joué, qu'il ne pouvait avoir une autre place dans ce classement. Il est la perfection. Cet épisode, je le conseille à tous ceux qui veulent commencer un jour Doctor Who et qui hésitent. Bref, voilà, c'est la fin de ce top sur Doctor Who, donc c'était un top 20. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. J'essaye vraiment maintenant d'essayer d'être régulier. J'espère en faire une pour la semaine prochaine. On verra. On verra. Allez, à ciao!